prévoit combien de temps? Un quart d'heure. Super. Hein Audrey nous éclairer, je peux... Ouais. Attends, je te... Eh ben après cette journée passionnante, pas très simple, et pourtant il y a eu plein de pépites, je trouve. Depuis le début, on a essayé donc de raconter la science en temps de crise, sans trop se raconter d'histoires, ou en voyant comment on se racontait parfois des histoires. Dès le départ, il y a eu la question évidemment du temps long de la science et du temps court de l'info, bien sûr. Et puis au fur et à mesure, on a quand même vu qu'il y avait une grande similarité, ce qui me réjouit, entre les scientifiques et les journalistes, hein. Proximité, plein de proximité, plein de pépites à méditer. Alors je vais vous reprendre un peu le déroulé de la journée, ce qui m'a semblé le plus porteur. Dès le départ, d'abord merci à Yves Siama pour cette journée, parce que je pense qu'on n'a pas du tout besoin d'être animé, mais qu'on a besoin de fond, et que là on a vraiment eu du fond. Il a démarré, Yves, en disant que malgré tout il y avait quand même eu une amélioration au niveau peut-être de la culture scientifique, en tout cas du journalisme scientifique et de la présence de la science dans les médias, science étant la meilleure des boussoles. Audrey Michaelian, dès le début, a parlé de la question des crises, en fait, hein, puisque c'est crise avec un S. On a beaucoup parlé évidemment de la crise du coronavirus, mais aussi des crises qui durent, et tout est lié, ne l'oublions pas. Donc on a mis en question cette question de la crise. Et puis dès le départ, ça a bien démarré, je trouve, avec le sénateur Bernard Jomier, lui-même médecin et rapporteur de la mission d'information sur le Covid-19, qui nous a rappelé à quel point le président Macron dès le début avait parlé de guerre, et que ça avait quand même installé les choses d'une certaine manière, puisqu'en temps de guerre, tout est permis, y compris le mensonge. Il y a d'ailleurs eu de jolis dessins, hein, tout au cours de cette journée. Il y avait un dessin, justement, la crise justifie-t-elle le mensonge? Grande question. Et on a commencé à parler, donc, dès le début, de ce dont parlait Cédric Villani à l'instant, c'est-à-dire au fond de la création d'une sorte d'instance scientifique, pérenne, pluridisciplinaire, qui aurait un certain poids et qui pourrait en amont des crises, et pas seulement quand la crise se déroule, nous permettre de réagir, de savoir qui contacter, et de pouvoir ne pas donner lieu à cette confusion qu'on a vue généralisée, en tout cas au début de cette crise du Covid-19. Il y a un personnage qui nous a accompagnés, évidemment, malheureusement, le professeur Raoult, j'ai pas son petit santon, mais sinon je vous l'aurais amené, et l'hydroxychloroquine qui nous ont occupés, évidemment, mais on a bien compris au fond comment ça pouvait fonctionner grâce à Antoine Baillet qui nous a parlé de la face sombre de Didier Raoult. Première table ronde ce matin, les médias face à la crise. Chaque table ronde était intéressante dans des genres différents. On a aussi vu à quel point nos médias sont différents. Qu'on soit un mensuel comme Epsilon, Mathilde Fontaise nous disait que finalement le Covid avait été un cauchemar, hein, pour les gens qui travaillaient en mensuel, parce que toujours trop tard, mais qu'ils avaient choisi de décrypter, peut-être de raconter d'autres histoires. D'un autre côté, Nicolas Martin, France Culture, nous a expliqué à quel point ça avait été compliqué d'être le nez dans le guidon, d'y voir clair, de faire face à l'éruptivité des gens. Et puis, dès qu'il y a la moindre faille, que ce soit du côté des scientifiques ou des journalismes, tout le monde s'y engouffre. On a aussi compris qu'il y avait eu des nouveautés grâce à cette crise. Hervé Morin du Monde nous rappelait la nouveauté des préprints et la manière dont on a pu s'en emparer. Et puis, comment faire pour faire une pédagogie de l'incertitude, parce que le propre de toutes ces crises, et notamment de la crise du Covid, c'est de nous avoir mis face à nos incertitudes. Alors, il y avait Céline Pigalle de BFM. J'ai trouvé ça intéressant qu'elle soit là, courageux aussi, parce qu'on peut se demander comment des médias à flux continu, d'infos en continu peuvent traiter de la science. Moi, c'est une vraie question que je me pose, mais effectivement, on ne peut pas laisser les réseaux sociaux occuper le terrain. Donc il faut aussi que ces grandes chaînes d'infos s'en occupent. Céline Pigalle s'est défendue en disant que elle, son souci avait été finalement la politisation des débats scientifiques, et c'est vrai qu'on y a été immédiatement. On a parlé encore du personnage de Raoult et comment le faire entendre ou pas. Parce que, ça c'est Mathilde Fontaise qui le disait pour Epsilon, qu'au fond, il y a quelque chose de très différent dans l'information scientifique, c'est que l'information est là.
elle est à disposition, elle est en plus énorme. Donc comment est-ce qu'on la traite? Peut-être faudrait-il, je sais pas, alterner entre de l'urgence et puis prendre son temps pour pouvoir la regarder, peut-être même pour les journalistes eux-mêmes. Ça a permis tout de même, et là je rejoindrai ce que disait Yves par rapport aux journalistes scientifiques, la création d'un service science à France Info. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui bougent un peu. On a besoin d'une expertise autour de la science, et puis on a besoin de décoder. Ça, c'était évidemment la partie suivante, de l'intérêt de décoder, de fact-checker, et pas seulement fast-checker. On a eu droit aux décodeurs du monde, qui nous ont donné une belle boîte à outils finalement, puisque... Comment faire finalement pour lire les publications scientifiques? Est-ce que tout le monde peut les lire? Donc il faut une boîte à outils, tout le monde ne peut pas les lire, mais en tout cas il faut essayer que ça ne s'inverse pas, que ce ne soit pas uniquement utilisé comme arme de destruction massive. Et puis checking scientifique en temps de crise, ça c'était Florian Gouttière pour Libération, qui nous a finalement donné, comment dire, un autre outil par rapport à cette question des fake news et à l'apport du journalisme scientifique, en disant que ce qui était scientifique, c'était collectif, cumulatif et correctif. Moi, je trouve ça pas mal, je retiens bien ça. Ça permet de savoir de quoi on parle, et aussi que les informations extraordinaires nécessitaient des preuves extraordinaires. Donc, attention, ça c'est pour nous journalistes, à faire attention, même si on a besoin d'infos et de croire à quelque chose en temps de crise et d'incertitude, ne pas se jeter sur tout, et donc ne pas chercher non plus à convaincre. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant ensuite c'était avec William Audureau dans La tête des complotistes. Finalement, comment est-ce qu'on fait, nous, journalistes scientifiques, comment font les chercheurs, hein, on va y venir aussi après, bien sûr, par rapport à ce qu'on peut, voilà, à cette question du complotisme ou à ces gens qui sont décidément et délibérément contre et qui sont obtus, comment est-ce qu'on fait? Ben, faut pas y aller directement. On peut peut-être essayer de faire autrement. Alors, on peut armer les gens qui nous écoutent, mais on peut aussi se rendre compte à quel point, finalement, face à l'incertitude, on a besoin de certitude, les fameux biais cognitifs, et que du coup, il y a un système d'autodéfense intellectuelle qui est imperméable à toute contradiction du côté des complotistes, et donc il ne faut pas aller leur rentrer dedans. On peut pas. Et en plus, nous, on est sûr de rien. On est dans l'incertitude. Les scientifiques remettent les choses en question, nous aussi. Donc voilà, peut-être qu'on peut s'y prendre autrement et se rendre compte aussi que en face de nous, on a des gens qui ne sont pas du tout formés pour comprendre la science comme un processus, ce qui est le cas. On manque de culture scientifique, mais on manque aussi les choses vont extrêmement vite, et on manque aussi de compréhension sur la manière dont ça fonctionne. J'ai retenu aussi, c'était encore dans La tête des complotistes, que justement les complotistes ont le sentiment intime de réparer les sciences, et qu'ils ne sont pas contre les sciences finalement. Donc au fond, il y a peut-être, non pas un terrain d'entente, mais il y a peut-être une manière de rétablir une forme de confiance, de se rendre compte de ce qui se passe en face. Voilà, et que donc tout n'est pas perdu, on a peut-être des solutions. C'était ça pour la fin de matinée. On est reparti ensuite dans l'après-midi, alors plus du côté des chercheurs, avec une table ronde au cœur du maelstrom, donc les scientifiques dans les médias en compagnie vraiment de super scientifiques qui mouillent leur chemise dans les médias, ce qui n'est quand même pas évident. D'ailleurs, Dominique Cossaglia a démarré en disant « Attention, soyez quand même vigilants de savoir où vous allez, vous les chercheurs, et avec qui ». Mircea Sophonéa et d'autres aussi ont rappelé, c'est revenu ensuite sur le fait que soit on pouvait y aller à deux, parler à deux ou avec un collectif, enfin que peut-être plusieurs chercheurs peuvent justement apporter plusieurs points de vue et montrer qu'ils ne sont pas contradictoires, mais que c'est comme ça qu'on réfléchit. Ils nous ont, alors en tant que journalistes, mis un peu le doigt sur effectivement une attente démesurée des journalistes sur on veut telle réponse, ou on a beaucoup trop de questions pour ceux qui peuvent nous dire dans un temps court. Arnaud Fontanet rappelait voilà, le caractère éphémère et immédiat du journalisme. Tout dépend aussi de quel journalisme scientifique on parle. Quand on a le temps de développer ou pas, ça change quand même beaucoup de choses. Les chercheurs se posaient la question aussi de leur légitimité. Ils sont souvent très spécialisés. Est-ce qu'ils peuvent parler de tout? Peu croyaient dans le média training. Hein. C'est pas vraiment ça l'intérêt. C'est plutôt ils apprennent en faisant.
et c'est peut-être à nous aussi d'avoir notre rôle pour justement pour faire un parallèle entre la manière dont nous on fonctionne, dont les chercheurs fonctionnent, et c'est Arnaud Fontanet qui rappelait justement le parallèle entre l'investigation, l'enquête des sciences, l'enquête des journalistes, et ne pas oublier ces questions-là. Autre table ronde très intéressante ensuite sur toutes les autres crises au ralenti, puisqu'on a beaucoup parlé du Covid-19, comment être entendu. Là, il y a eu des choses très intéressantes. Bruno David sur expérience quand même un peu ratée par rapport à cette crise, mais on a tous appris un mot, c'est l'ultra-crépidarianisme, si j'y arrive, c'est ça. Ça, c'est au moins clair qu'on a appris ça, et qu'on sait aussi que la science, c'est pas une opinion, mais que moins on est cultivé et plus on est péremptoire. Donc Valérie revendique vraiment le rôle de passeur autour de la crise climatique. Donc scientifiques et chercheurs, là encore, sont un peu dans le même bateau. On a un rôle de passeur comme les chercheurs, et attention aux marchands de doute, attention à la désinformation. De même pour tout ce qui est perturbation endocrinienne, une épidémie silencieuse. Là encore, il faudrait une vraie régulation européenne, donc peut-être aussi un écosystème et des structures pour gérer ça. Et puis j'ai envie de dire une sorte de cri d'alerte de Wolfgang du GIEC qui disait, mais finalement, comment est-ce qu'on fait? Ça fait 30 ans, finalement, qu'on est des lanceurs d'alerte. Comment est-ce qu'on fait pour renforcer le message, le faire passer? Il prenait l'exemple des journalistes économiques. C'est vrai qu'en économie, et moi j'ai une émission de sciences, je ne traite pas d'économie. Je traite des autres sciences, mais pas d'économie, parce que l'économie, finalement, on en parle partout, mais pas de la science. Et je trouvais que sa réflexion était intéressante. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller plus loin? Comment changer le mode de communication? Comment, évidemment, ne pas être trop anxiogène? Alors, on peut parler d'émerveillement, en même temps, ne pas dire les choses. Donc, look up, surtout ne pas les dire, ça ne change rien non plus. Donc, comment faire? Valérie Masson-Delmotte parlait d'essayer de créer des ponts aussi entre jeunes scientifiques, jeunes journalistes, de dire les choses véritablement, mais de montrer là où on peut agir. Je pense qu'il y a des pistes, en tout cas, c'est vraiment des solutions et des questions à construire ensemble et à se reposer des questions, parce qu'on est nombreux parfois à être complètement démoralisés, puis au contraire à se dire non, on va tirer du côté de l'émerveillement, on va y arriver. Enquête ensuite sur les Français et la science. Alors là encore, attention, quand on distorse les informations, et ne pas parler de la question du complot quand on s'interroge sur le rapport confiance-défiance par rapport à la science. Moi, j'ai retenu quand même que les seniors et les plus jeunes sont intéressés par les sciences. J'essaye de retenir ça, peut-être que c'est mon biais cognitif à moi. Et puis nous avons terminé avec Cédric Villani, qui sait de quoi il parle quand il parle de sciences, de crise et de politique. Et on est revenu raconter aussi sur l'histoire, c'est-à-dire la référence au temps long, à la Seconde Guerre mondiale, qui a aussi été une grosse période de confusion, et la crise qu'on a vécue autour du Covid aujourd'hui. Bien sûr, crise du Covid, surmédiatisation en temps réel, scientifique en direct, c'était beaucoup plus complexe. Mais en même temps, ça c'est Cédric Villani qui nous l'a dit, la science en combinaison avec la politique, sous pression, fait des bêtises, engendre des maladresses et génère des incompréhensions. Il y a donc besoin, et ça je crois que c'est vraiment ce qu'on retient, d'organiser des sortes de conseils scientifiques en amont, en tout cas des structures, des collectifs, des relais, médias, sciences publiques. C'est vraiment ça le défi majeur, et de faire ça en amont des crises. Donc j'ai envie de conclure, puisque l'heure tourne, qu'on saura peut-être mieux quoi faire pour les prochaines crises, celles qui continuent et celles qui sont là avec nous. Donc ne pas se fermer les yeux, ne pas se cacher les yeux, mais ensemble, donc chercheurs, journalistes, et on l'espère politique, pas trop biaisé, à l'esprit ouvert. Peut-être qu'on saura quoi faire pour la prochaine. En tout cas, on va essayer. Pour les prochaines, et puis pour celles qui continuent, et comment on fait pour les traiter. Voilà. Merci beaucoup, Caroline.